Ok, je vais mettre diapo. Je pense que... Ok. Donc, si à jamais vous ne voyez pas bien l'écran, laissez-moi savoir pour que je fasse les ajustements nécessaires de mon côté. Ici, j'ai d'autres personnes qui se sont connectées pendant la vidéo. Merci beaucoup, les amis, d'être présentes. Et vraiment, ça, c'est un gros, gros signe d'amour que vous me témoignez là et de soutien. Merci grandement. Donc, on va commencer bientôt et je tiens encore à vous remercier. J'ai ici Albertine, Ashanti, Boris, Karine, non, c'est plutôt Caroline. J'ai aussi, attends, mon écran ne bouge pas. Ok, j'ai Linda, j'ai Mamichan, j'ai Marianne, j'ai j'ai Nadia, j'ai Nathalie, Romaric, Rufine, Tony, j'ai ici Utah, j'ai Yves, j'ai Zildan, Louis, j'ai Roland. Merci beaucoup d'être présente ici ce soir. Donc, je pense qu'on s'est donné assez de temps pour permettre aux personnes qui étaient en retard de se connecter. Il est 19h10 maintenant. Je vais préférer que nous commençons maintenant pour vous donner la chance d'être prêt aussi pour vos autres occupations demain. Donc, comme je disais tantôt, bonsoir encore tout le monde et bienvenue à notre premier séminaire au sujet de l'immobilier. Donc, je vais commencer par vous remercier. Un gros merci encore ici pour vous de venir vous connecter ce soir, de laisser les autres choses que vous avez à faire et venir être curieux, tenter de m'écouter. Donc, ceci est un vrai signe d'amour et de soutien que vous portez à mon égard. Donc, je vais tenir aussi à remercier ici l'association Bamileke Ontario pour cette opportunité qu'elle m'offre de m'entretenir avec vous, de m'entretenir avec ma communauté et particulièrement avec les jeunes pour vous parler au sujet de l'immobilier. Donc, aujourd'hui, le thème que j'ai choisi pour vous entretenir, c'est jeunesse et perspectives entrepreneuriales. Rencontre avec une agente immobilière atypique. Pourquoi ai-je choisi ce sujet? Très souvent dans la communauté, quand on me tend un micro, je veux parler très, très peu de moi. Donc, mais aujourd'hui, je me suis dit, j'ai en face de moi une jeunesse émergente. Donc, il est important qu'ils aient des repères, qu'ils aient des ressources, qu'ils écoutent les aînés. Qu'est-ce que les aînés ont traversé? Donc, cela peut les motiver pour les inspirer aussi dans leur propre vie. Donc, ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je vais choisir aujourd'hui de parler très, très détaillé de qui je suis. Donc, je vais vous parler de mon éducation, je vais vous parler de mon activité professionnelle, donc toutes les carrières que j'ai eu à exercer aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, avant de conclure vraiment avec l'immobilier. Vous montrer comment vous préparer pour votre première acquisition. Et ça risque un peu d'être long, donc je ne vais pas trop étirer les différentes parties, surtout au niveau de l'immobilier, parce qu'il y a d'autres séminaires qui suivront, il y a d'autres webinaires qui suivront, où je vais vous donner vraiment des astuces. Si à jamais vous êtes limité à telle chose, qu'est-ce qu'on peut mettre en place vraiment pour vous accompagner et vous aider à accomplir votre rêve. Nous savons qu'il y a beaucoup de commentaires qui abondent là-dehors disant oh, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne suis pas prédisposée à telle ou telle autre carrière. Moi, je vous dis aujourd'hui, donnez-vous une chance d'essayer ce qui vous inspire. Laissez-vous aller. Tentez votre chance. Ne restez pas scotché sur les commentaires négatifs que vous écoutez autour de vous. Oh, telle a fait telle chose, ça n'a pas marché. Pourquoi ça marcherait pour moi? Moi, je dis plutôt l'inverse.
Peut-être ce que l'autre personne a entrepris qui n'a pas marché, il y a bel et bien une raison derrière. Si tu ne t'en vas pas chercher cette raison-là et chercher toi-même à essayer, tu ne sauras pas si cette chose que l'autre personne a abandonnée est adéquate pour toi. Donc, je dirais ici, donnez-vous la chance d'essayer. Ne vous scotchez pas sur les commentaires négatifs. D'ailleurs, moi aussi, je n'étais pas prédisposée à être agente immobilière. Donc, j'ai parcouru plein de choses. Je me suis retrouvée enfin comme agente immobilière et je m'épanouis encore. Même comme si ce n'était pas ma destinée initiale, je m'épanouis grandement, je me sens à l'aise. Je me suis dit même, peut-être j'étais même plutôt faite pour ceci et non toutes les autres choses que j'ai traversées avant. Donc, sur ce, je vais vous dire, arrêtez, arrêtons de penser négatif. Visons juste positif et visons le plus haut possible. Vraiment, visons le plus haut possible. Entre-temps, d'autres personnes se sont connectées. Donc, je vais faire une petite pause à ce niveau-ci et rejouer le spot publicitaire qui est l'entrée en matière pour les nouvelles personnes qui se sont connectées. Je vois que Pauline, Cédric et Joanna se sont connectés entre-temps. Je vais rejouer exactement le même spot publicitaire pour les amis qui viennent d'arriver. Je vous remercie dans quelques secondes. Je vais sortir là, je vais choisir le spot publicitaire et partager mon écran. Ok, j'espère que tout le monde est prêt. L'immobilier sûr et rapide en français et en anglais en Ontario a désormais un nom. Rosine Kenyen. Bienvenue à Royal Canadian Realty. Je me nomme Rosine Kenyen, votre agente immobilière. Venez avec moi, découvrez ce que je peux faire pour vous. Vous avez un crédit médiocre, vous avez un faible down payment, vous êtes en début de carrière, vous êtes nouvel arrivant. Rosine Kenyen est là. Avec la compagnie Royal Canadian Realty, spécialisée dans le Zero Down Programme et le Rent to Own. Rosine Kenyen vous accompagne pour vos achats, ventes, locations et investissements immobiliers. Au besoin, elle met à votre disposition des experts, mortgage spécialistes, notaires, home inspectors, home staging et contracteurs. Vous voulez vivre votre rêve immobilier? Contactez Rosine Kenyen au 416 371 34 28. Je répète, 416 371 3428 ou par courriel rosine@commercial royalcanadianrealty.com. Visitez ses meilleures offres sur les www.rosinerealtor.com. Avec Rosine Kenyen. En un mois, vous avez les clés en main. Merci encore de votre écoute. Je vais revenir sur la présentation PowerPoint et on va continuer le déroulement. Donc là, je vais aller à diapo. Qui suis-je réellement? Donc, je suis une femme camerounaise. Je suis Bamileke, précisément du village Bansoa. Je suis mariée. Je suis maman de 4 enfants. Et parmi les 4 enfants, j'ai des jumeaux. Donc, je m'appelle Maman Magne Rosine. Donc, je pense que nous tous, nous sommes familiers à ce terme de Magne. Allons voir côté éducatif. Premièrement, je suis diplômée. Je suis diplômée de l'École normale supérieure de Yaoundé, donc professeur de lycée et collège à l'École normale supérieure de Yaoundé. Je suis également titulaire d'un doctorat obtenu à l'Université de Yaoundé au Cameroun, doctorat de chimie. J'ai parallèlement un doctorat de physique obtenu à l'Université du Maine en France. Et finalement, j'ai un baccalauréat en éducation de l'Université d'Ottawa. Donc ça, c'est les différents diplômes que j'ai dans différents domaines. Comme activité professionnelle, j'ai enseigné au Cameroun dans les lycées. J'ai été professeure assistante à l'Université du Maine en France. J'ai travaillé comme chercheur à l'Université de McGill à Montréal, c'est ici au Canada, à Montréal. J'ai été encadreur des étudiants de master dans la préparation de leur mémoire de soutenance. Et enfin, j'ai travaillé comme enseignante dans les écoles de l'Ontario. Pendant mon cursus scientifique,
j'ai eu à écrire plusieurs publications. Ici, je ne vais pas entrer dans les détails. S'il y en a parmi vous qui sont inspirés par la recherche et que vous vous rapprochez de moi, oui, je vais pouvoir vous orienter spécifiquement sur le résultat de ma recherche, qu'est-ce que je faisais concrètement et qu'est-ce que cela peut vous aider. Donc, dans les diapos qui suivent, c'est encore juste les publications que j'ai obtenues, que j'ai eu à écrire dans mes travaux scientifiques. Donc, il y en a que j'ai fait quand je travaillais pour McGill, il y en a que j'ai fait quand je travaillais en France, et il y en a aussi que j'ai fait à partir du Cameroun. Mais ça, c'est uniquement dans les sciences, en physique, en chimie et en biologie. C'est encore la même chose, ça c'est le descriptif des publications. J'ai également deux ouvrages. Mon premier ouvrage, c'est vraiment ma thèse pour obtenir le grade de docteur. À gauche ici, j'ai mon ouvrage sur l'immobilier qui est intitulé Finding a Home of Your Dream. Donc, dans ce petit livret, vous avez toutes les informations essentielles pour faire un suivi en processus immobilier. Pour l'instant, c'est juste la version en anglais qui est disponible parce que nous sommes en Ontario, mais la version en français suivra. Si ce livre aussi vous intéresse, il est disponible en deux formats, le format papier et le format électronique. Et ici, les amis, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous avez $0 à payer. Juste contactez-moi, donnez-moi votre email ou bien votre numéro de téléphone et je vais vous acheminer votre copie en ligne. Si vous voulez la copie papier, juste me communiquer l'adresse et votre copie papier va vous trouver à la maison. Donc, pour l'instant, ce sont les deux ouvrages que moi j'ai faits. Maintenant, côté engagement communautaire, donc j'ai aussi exercé pour ma communauté à mon niveau. Déjà ici, quand j'étais enseignante, je travaillais beaucoup en collaboration avec le ministère de l'Éducation, donc particulièrement dans le projet Makerspace et robotique, donc c'est moi qui étais responsable au niveau de mon école pour piloter ce projet. Dans la communauté proprement dite, j'ai exercé comme tuteur. Et ici, c'était une activité bénévole. Qu'est-ce que moi je faisais ici? C'est plus des élèves d'immersion qui ont besoin de soutien pour s'accomplir, pour s'en sortir avec leurs travaux scolaires. Donc, mon travail était ici, c'était d'encadrer les élèves ainsi que les bénévoles. Dans tous les cas, c'est toute une équipe que je travaille ici avec. Donc, j'étais responsable. Donc, c'est moi qui pilotais le projet et toute l'équipe que j'avais avec moi. Et un détail à ajouter, c'est que le tutorat ici, c'est seulement en français. Donc, ce sont seulement des élèves de langue francophone. Vous apportez votre activité de mathématiques, de sciences, de français. Donc, c'était juste en français. Aussi, toujours pour la communauté, j'ai été monitrice de langue. Ceci est une activité bénévole encore. Une de nos langues locales, ainsi que les danses traditionnelles. Donc, j'ai été monitrice. J'ai encadré des enfants dans ces deux différents projets-là, activités bénévoles. Enfin, j'ai parlé tout à l'heure avec Linda qui me disait comment elle partait se coiffer. Je lui disais, mais pourquoi ne pas coiffer toi-même? Tu pourrais être ma prochaine coiffeuse. Donc, j'ai aussi exercé comme coiffeuse. Et dans ce cadre ici, j'étais monitrice. J'apprenais aux petites filles comment se faire des tresses africaines. Donc, ça, c'est une autre activité bénévole que je faisais avec les enfants, les filles de la communauté. Maintenant, allons voir du côté professionnel. Tout début, mon rêve à la sortie du secondaire était de devenir médecin. Est-ce qu'aujourd'hui je suis médecin? Non. Est-ce que je suis malheureuse? Non. Est-ce que je suis épanouie dans ce que je fais? Je dirais oui. C'est pour dire quoi? On peut avoir un rêve initial, mais les circonstances de la vie nous conduisent à toute autre chose. Allons voir de mon rêve jusqu'à ce que je suis devenue aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes que j'ai traversées. Déjà en tant qu'étudiante, j'étais négociatrice d'assurance. Ceci était à partir du Cameroun. Et c'était l'assurance automobile. Et sur ce point, j'avais commencé à vous féliciter, tous les jeunes qui sont connectés aujourd'hui, parce qu'on peut vous voir déjà avec vos jobs d'été, avec vos jobs pendant vos temps, en temps partiel, tandis que vous fréquentez parallèlement. On peut aussi vous voir très, très présent dans la communauté avec le bénévolat. Nous savons aussi ici que le bénévolat, c'est très, très important.
Pour vous qui allez graduer au secondaire, vous avez un certain temps de bénévolat que vous devez atteindre pour pouvoir graduer votre secondaire. À notre époque, moi, je n'ai pas fait les études ici. On n'était pas obligé de le faire. Mais moi, en tant que personne, je me dis, moi, je prie beaucoup, je vais dire, Seigneur, aide-moi à faire ceci, donne-moi ci. Mais en retour, qu'est-ce que moi aussi je donne aux autres? Donc, je ne vais pas seulement demander à mon Seigneur, mais il faut aussi que je montre à mon Seigneur que je suis capable de faire quelque chose à mon prochain. Donc, d'où tous ces bénévolats que vous avez vus et que j'ai cités plus haut. Il y a un détail aussi que je ne vous ai pas expliqué par rapport à moi-même. Je vous ai mentionné plus haut que j'avais 4 enfants. Et parmi les enfants, j'avais des jumeaux. Donc, je ne vais pas vous dire que toutes ces activités de bénévolat et tous les détails de ma carrière que je vous ai expliqué là, je les ai fait avec les 4 enfants. Et encore, au-delà de ça, les 2 jumeaux dont je vous ai parlé, si vous connaissez c'est quoi l'autisme, les 2 jumeaux sont atteints d'autisme très, très sévère. Donc, moi, en tant que maman, en tant que personne dans ma communauté, je dois surmonter déjà cette étape de ma vie familiale là qui est, j'ai un mari, j'ai des enfants à ma charge, j'ai au-delà des enfants à ma charge, ces 2 enfants autistes-là qui ont besoin de moi en permanence. Est-ce que le fait que j'ai ces 2 enfants autistes qui prennent beaucoup, beaucoup d'énergie, je me suis dit, oh non, Seigneur, tu sais quoi, j'en ai beaucoup déjà dans mon assiette, je trouve que je m'en ai donné assez, je n'ai pas le temps accordé à ma communauté. Non, au contraire. Je me dis, si tu me les as donnés, c'est parce que toi, tu as pensé que je suis la personne adéquate pour mieux les encadrer. Je prends comme tu m'as donné et je fais aussi de mon mieux pour s'aimer une ambiance, pour démontrer la solidarité autour de moi, pour démontrer la solidarité dans ma communauté. D'où, malgré toutes ces choses-là, j'ai encore pu trouver un peu de temps pour m'investir dans la communauté. Allons maintenant voir de mon rêve jusqu'à ce que je suis devenue aujourd'hui en tant qu'agent immobilier, qu'est-ce que j'ai traversé? Je vous ai d'ailleurs parlé de négociatrice d'assurance en tant qu'étudiante. Pendant que j'étais étudiante, où je vous encourageais aussi, je vous félicitais parce qu'on voit ce que vous faites, donc continuez, allez de l'avant. J'ai été maître de danse, ça c'était encore au Cameroun, donc de la Fédération de danse sportive et assimilée. Donc ici, j'étais maître de 3e degré. Autre chose, je vous ai dit déjà que j'étais enseignante du lycée. Donc, ça, c'est une des étapes que j'ai parcourues. Je vous ai aussi dit que j'étais enseignante à l'université, que ce soit en France, que ce soit ici au Canada, à l'université de McGill. Maintenant, un élément qui est totalement opposé aux autres choses que vous avez expliquées. Ici au Canada, j'ai été promotrice. Bien qu'ayant enseigné à l'université, bien qu'ayant enseigné dans les lycées au collège, dans les lycées au Cameroun, bien qu'ayant été chercheur, regardez autre chose, autre élément important de ma vie. J'ai été promotrice des produits cosmétiques mérités. Pourquoi? Il y a bel et bien une raison. Parce que quand je suis arrivée au Canada, la réalité était totalement différente. Différente de ce que j'avais vécu et qu'est-ce que je voulais faire. En attendant de trouver quelque chose finalement que je veux faire, il fallait que je m'en sorte. Donc, tout ce qui se passait autour de moi, tout ce qui pouvait m'aider à m'en sortir, je saisissais. D'où j'ai été promotrice des produits cosmétiques mérités. J'ai été même productrice des produits bancaires. President Choice. Ici, c'est plus les ventes de cartes de crédit. J'ai également été promotrice des produits Melalocan, ce sont des suppléments alimentaires. Tantôt, j'ai discuté avec Linda. J'ai été coiffeuse, les amis. Donc, tout ça, pour tenter, ça n'a rien à voir avec mon rêve initial que j'avais, qui était de devenir médecin. J'ai beaucoup fait, je me suis battue, je suis docteur, oui, mais ça, c'est la médecine. Non, ce n'est pas la médecine. Donc, les choses ont changé, les circonstances de la vie m'ont orienté autrement et j'ai suivi ce nouveau destin-là. J'ai été enseignante, mais guess what? Aujourd'hui, je suis agente immobilière. Vous voyez qu'on peut partir dès le départ, on se dit, j'aimerais devenir médecin comme moi, comme c'était mon cas. Après, en cours de route, je vois, OK, j'ai telle chose, il y a telle possibilité, c'est telle chose qui me permet, qui est un handicap, à ce que je vais devenir, et mais d'autres voies s'ouvrent. Ce n'est pas parce que je voulais être médecin que je vais forcément refuser les autres voies là qui s'ouvrent à moi. J'explore. Ça a été le cas ici pour moi. Donc, très clairement, ça c'est moi, ça c'est ce que j'ai traversé, ça ce sont les différentes choses que j'ai essayé dans ma vie pour devenir finalement agente immobilière. Avant de continuer aussi avec l'agente immobilière, pour vous montrer comment vous préparer,
j'ai un deuxième spot publicitaire pour vous. Donc, dans quelques instants. Merci encore de votre écoute. Je vais ouvrir le spot. Et je vais repartager mon écran pour que vous puissiez visionner le spot publicitaire. Il est ici. C'est parti. Et si compléter une transaction immobilière vous offre des vacances? Votre agente immobilière, Rosine Kenyé, spécialisée dans le Zero Down Programme et le Rent to Own, vous offre la chance de gagner un voyage, tout frais compris, vers une destination de rêve. Cuba, Mexique, République dominicaine, Costa Rica, Hawaï, Jamaïque et bien d'autres. L'unique critère est de compléter une transaction d'achat ou de vente immobilière d'ici le 31 décembre. Pour plus d'infos, contactez Rosine Kenyé au 416 371 34 28 ou écrivez-lui à Rosine à commercial royalcanadianroyalty.com. Avec Rosine Kenyé, on est en confiance. Travaillez avec Rosine Kenyé pour une communauté plus forte. Merci encore de votre écoute. Je vais repartager mon écran et continuer avec la présentation PowerPoint. Oups, une seconde, mon écran a gelé. Je vais devoir prendre la présentation initiale et me déplacer dans les pages. Oh, super. Donc, je m'étais arrêtée à ce niveau ici. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, je suis agente immobilière, mais rien vraiment ne me prédisposait à cela. J'avais un rêve initial. Les circonstances de la vie m'ont conduite là où elles m'ont conduite. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée agente immobilière. Est-ce que je m'épanouis? Oui. Donc, ceci est vraiment un appel à une ouverture d'esprit autant pour moi. Ceci est un réel appel à une ouverture d'esprit. Ne restez pas bloqué avec l'idée, oh, je veux absolument être ceci. Vous essayez peut-être, vous avez une première tentative, vous avez une deuxième tentative et d'autres idées vous viennent à l'esprit. Vous ne voulez pas explorer ces idées-là. Allez les explorer. Peut-être que les nouvelles idées qui s'offrent à vous vous offriront plus de bonheur que votre idée originale. Donc, gardons l'esprit ouvert. C'est très, très important. Bon, maintenant, côté immobilier, moi, je suis agente immobilière. Je travaille avec la compagnie Royal Canadian Realty. Et la question que je vous avais posée, j'avais utilisé pour vous inviter au webinaire était de savoir comment acheter sa première maison. Je vais commencer ici même à vous expliquer qui peut acheter la maison. Donc, on peut vivre au Canada, mais sans avoir la possibilité, sans avoir l'autorisation, sans être autorisé à pouvoir s'acheter une maison. Donc, qui peut réellement acheter une maison au Canada? Donc, vous devez être soit citoyen canadien ou bien résident permanent. Deuxième condition, vous pouvez aussi être travailleur temporaire et réussir à acheter une maison. Mais dans ce cas-ci, des conditions s'appliquent. Vous devez avoir travaillé déjà au moins pendant 183 jours pour pouvoir avoir le droit à partir de ce moment-là de vous acheter une maison. Donc, quand vous êtes travailleur temporaire, vous ne pouvez pas juste débarquer au bout d'un mois, vous dire, oh oui, j'ai compris que les travailleurs temporaires peuvent travailler, accompagne-moi, je vais acheter maintenant. Il va falloir que vous démontrez que votre travail a déjà duré ce nombre de jours pour qu'on puisse vous accompagner, pour que vous êtes autorisé à appliquer. Autre chose, c'est certains réfugiés sous condition de permis de travail
peuvent travailler. Si vous êtes réfugié et que votre dossier est presque en cours, on sait que dans quelques mois, vous allez avoir déjà votre résidence permanente. Oui, vous êtes aussi qualifié à acheter une maison. Il y a aussi le critère d'âge qui s'impose. Vous devez avoir au moins 18 ans pour pouvoir avoir une maison à votre nom. Admettons que vous êtes étudiant et que vous avez votre job étudiant que vous faites depuis un certain nombre de temps, qui vous a permis de mettre un peu d'économie de côté. Et vous avez 17 ans, vous dites, oh oui, je pense les peu d'économies que j'ai ici, je peux déjà entrer dans le marché immobilier, pourquoi pas. Donc, à ce moment-là, à votre nom propre, vous ne serez pas en mesure de le faire à cause de la condition de 18 ans ici. Mais vos parents peuvent le faire parallèlement avec vous. Vous pouvez le porter à votre nom seul. Vous pouvez entrer dans le titre foncier de la maison avec vos parents. Donc, c'est très important de savoir, il y a bel et bien un âge requis et les conditions pour acheter, vous les avez ici. Pour acheter aussi la maison, vous devez vous familiariser avec le vocabulaire du marché. Par exemple, vous allez avoir les expressions mise de fonds. Ici en Ontario, on va beaucoup parler de down payment. Quand vous achetez votre maison, vous avez besoin d'économies. Les économies viennent de vous-même, ça peut provenir de vos parents. Mais vous devez avoir une participation financière dans la maison. Admettons une maison qui coûte 500 000. On ne s'attend pas à ce que vous apportez les 500 000, mais vous devez avoir au moins un certain pourcentage de vos épargnes qui entrent, c'est minimum 5%, qui doivent être disponibles comme votre contribution à l'achat de votre maison. Un autre détail qui sera important pour vous, c'est votre dossier de crédit. Les dossiers de crédit que les banques vont beaucoup exiger, c'est Equifax et TransUnion. Ce sont les plus fiables, mais beaucoup de banques vont strictement aller avec Equifax. Parce que c'est Equifax qui sera le plus à jour, qui va vous répertorier tous les éléments de crédit qui vont à votre compte, que ce soit vos prêts étudiants, que ce soit vos cartes de crédit, que ce soit vos lignes de crédit, Equifax va pouvoir répertorier toutes ces choses-là. Il y a d'autres bureaux de crédit comme Crédit Karma, c'est c'est pas du tout fiable. Donc, quand vous produisez un rapport de crédit karma à quelqu'un, personne ne fait confiance en cela. Par exemple, si vous voyez sur mon écran ici, vous voyez Equifax 816. Par exemple, vous pouvez être un Equifax de 816 et que vous partez sur Crédit Karma, tirez votre même dossier de crédit. Crédit Karma est capable de vous montrer une valeur comme du genre 950. Donc, ce n'est pas du tout fiable par rapport à ces deux autres ici. Un autre élément dont vous devez vous familiariser avec, c'est le taux d'intérêt. On a plusieurs genres de taux d'intérêt. On a les fixes, on a les variables, on a les fixes ouverts, on a les fixes fermés, on a aussi les variables ouvertes et les variables fermées. Donc, vous devez vous familiariser avec ce vocabulaire-là. Donc, ici, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur chaque élément ici. Donc, il y a d'autres webinaires qui suivront où je vais prendre chaque élément, vous dire en profondeur comment ça fonctionne, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous accompagner dans cet élément précis-là. Aussi, pour être qualifié à acheter une maison, vous devez être éligible au prêt hypothécaire. Rappelez-vous que la première condition était par rapport à votre statut au Canada. Est-ce que vous êtes résident permanent? Est-ce que vous êtes résident temporaire? Est-ce que vous avez au moins 18 ans? Est-ce que vous êtes réfugié? Si vous êtes réfugié, est-ce que vous venez d'avoir votre statut? Est-ce que c'est en train de tendre vers résident ou pas? Vous avez besoin de ça. La deuxième chose maintenant ici, c'est le prêt hypothécaire. On sait très bien que même si vous avez l'épargne de 30 000 $, 100 000 $, une maison ne coûte pas 100 000 $ ici. Donc, il va falloir que la banque vous soutienne dans votre projet immobilier. Et pour que la banque vous soutienne, justement, la banque a aussi ses conditions. La banque va aller regarder, est-ce que vous avez fait de l'épargne? La banque va encore regarder votre crédit score. Est-ce que le dossier de crédit que vous avez, il est suffisamment bon pour qu'il vous fasse confiance? Aux yeux de la banque, suffisamment bon comme score de crédit, ça voudrait dire que vous êtes au moins à 680. Ça doit être au-delà de 680. Non seulement le score, il y a aussi le détail. Quand vous imprimez votre dossier de crédit, vous pouvez avoir comme du genre 11, 10 pages. La première page, vous aurez les informations sur vous-même, votre adresse, les différentes adresses dans lesquelles vous avez résidé.
Et si vous avez un emploi, tout ça est mentionné sur la première page, ainsi que ce score ici. Mais la banque, au-delà de ça, vont regarder les différentes dettes qui sont associées à ce score de crédit. Si vous avez au lieu de 680, 500 par exemple, qu'est-ce qui a causé ce 500? Est-ce qu'il y a des dettes que vous avez contractées que vous ne réussissez pas à payer? Est-ce que vous avez manqué vos minimums? Est-ce que vous payez vos cartes de crédit en retard? Donc, ça, c'est autant de facteurs qui vont venir baisser cette valeur ici. Et la dernière chose que la banque va vous regarder, que la banque va vérifier, pour vous faire confiance à vous accorder un prêt, ça sera votre revenu. Et pour la banque, un revenu considérable doit être au moins un contrat de travail à long terme, un contrat d'emploi permanent. Par exemple, vous qui êtes étudiant pour l'instant, si tu vas à la banque, brandir ton contrat étudiant qui montre, par exemple, je travaille, je vais prendre quoi? Je vais prendre, par exemple, Tim Hortons. Si tu brandis à la banque, tu as l'aide d'emploi de Tim Hortons qui montre, oh oui, Romaric travaille ici pour, je ne sais pas moi, pour 20 heures la semaine, c'est un contrat temporaire pour une durée, donc ils ne peuvent pas vous accorder le prêt. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, OK, Romaric, pour l'instant, a ce contrat. Qu'est-ce qui se passe si demain, Romaric n'est que temporaire? S'il n'a plus de travail, comment il fait pour me rembourser? Donc ça, ce sont des facteurs que la banque va beaucoup, sur lesquels la banque va beaucoup s'attarder pour vous faire confiance et vous octroyer un prêt hypothécaire. Donc, je sais que j'ai beaucoup parlé là. Je ne sais pas si vous voulez que je prenne une pause pour répondre aux questions. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Ou bien j'évolue juste dans la présentation. Ok, je n'ai pas de réponse. Je vais Rosine, supposer nous voulons avancer dans la présentation. Donc, je continue. Une fois que le premier critère, qui est celui de votre statut, est satisfait. Oui, oui. Mhm. Ok, mon cher, merci déjà pour la question. Oui, bon, malheureusement, si le builder, dans la structure de son dépôt, exige par exemple 10%, vous allez automatiquement perdre votre droit d'acheter à 5%. Parce que ce qui va se passer, c'est que une fois que vous avez fait le dépôt sur le builder, vous n'allez pas dire à la banque, oh non, j'ai déposé plus qu'il en faut, je suis first time home buyer, vous me donner le 5%. Donc, une fois que vous engagez dans ces projets-là, dans le dépôt de 10%, vous perdez automatiquement ce droit-là, vous ne pouvez pas revenir dessus. Malheureusement, mon cher, c'est comme ça. Donc, si vous voulez vraiment garder votre période de 5%, il va falloir magasiner pour des projets de 5%. Il y en a, mais c'est très réduit. Il n'y a pas beaucoup de projets qui vont offrir 5% de nos jours. Donc, le plus souvent, ce sont des maisons qui sont construites. Donc, on va dire, nous appelons ça des resales. Donc, des maisons qui ont des maisons existantes qui sont en vente. Là, vous avez le plein droit dessus. Une fois passé sur le bid à 10%, vous ne pouvez plus. Vous perdez le droit. Est-ce que ça répond à votre question, mon grand? Oh, super. Donc, nous allons parler ici du budget. Donc, quand la banque vous qualifie pour un prêt hypothécaire, rappelez-vous qu'un des critères, c'est le revenu. Comment sait-on si la banque va vous qualifier pour 500 000, 800 000, 1 million et plus, où votre revenu est très important? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre le revenu que vous avez, ils vont regarder votre score de crédit. Par exemple, si votre score de crédit montre que, OK, lui, ses cartes sont payées à temps, il n'y a pas beaucoup de dettes sur son nom, peut-être c'est juste son prêt étudiant où il est en train de payer 150 dollars par mois. Vous voyez, pour lui, c'est oh non, cette personne-ci est clean. 150 par mois, pour la banque, ce n'est pas beaucoup. Donc, il peut encore vous aller jusqu'au maximum que votre salaire vous qualifie. Et comment il connaît ce maximum-là? Initialement, avant que les taux d'intérêt ne changent, la banque prenait votre revenu, c'est-à-dire si vous n'avez aucune dette, la banque prenait votre revenu familial, elle multipliait par 5. Donc, si le revenu familial, c'est 100 000, elle vous disait avant, va te trouver une maison de 500 000, pas plus. Tu dois t'arranger à rester là. Tu peux aller moins que ça, mais tu ne peux pas aller plus que ça. Si à jamais tu tentes ta chance d'aller au-delà de ça, il va falloir que tu apportes la différence de tes propres poches. Ils ne vont pas te financer pour la différence. Donc, il faut vraiment faire attention à cela.
Ici, c'est fois 4,5 ou bien fois 4. Maintenant, dépendant de quelle banque. Nous avons les banques de premier ordre du genre RBC, TD et plein d'autres banques. Nous avons maintenant les banques qui sont intermédiaires, c'est-à-dire si tu viens, que ton emploi est correct, mais le crédit est légèrement affecté. Donc, au lieu d'avoir 680, tu es du genre 650. Elle va se dire, ah, c'est 650, c'est encore jouable. Donc, ça sont les bilenders. Ils vont prendre votre revenu cette fois-là multiplié par 4 parce que vous êtes un peu plus risqué pour eux par rapport à quelqu'un qui a le moins de dettes possible. Donc, de nos jours, si le revenu familial est comptabilisé à 100 000, donc la banque va dire, allez vous acheter une maison de 450 000. Et ce qui n'est pas du tout évident sur le marché d'aujourd'hui. Et les 450 000 doivent être excluant vos dettes. Donc, si vous êtes à 100 000 de revenus familial, vous avez les cartes de crédit, des lignes de crédit consommées, des prêts étudiants, bien sûr, le montant sera revu à la baisse. Et juste avant d'oublier, avant que je n'oublie, vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de dettes. Il y a des dettes qui sont positives aux yeux de la banque et des dettes qui sont très négatives. Je prends une dette positive. Tout le monde au Canada, on sait que l'école coûte cher pour ceux, justement, ceux qui sont à l'université, ceux qui font la formation. Les frais d'études sont élevés. Donc, tout le monde va se rapprocher à la banque pour contracter un prêt pour pouvoir faire ses études. Et généralement, ce sont des prêts de très faible intérêt. Donc, souvent, les gens vont avoir à payer 150, 200 $. Donc, pour la banque, ça, ce n'est pas un problème. Si vous venez avec cette seule dette-là sur votre crédit comme une dette, donc elle peut encore vous qualifier presque à votre maximum. Pas exactement au maximum, donc vous serez encore proche de votre fois 4,5. Mais, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quand vous avez en voie acheter une maison et prendre une voiture à crédit, personne ne vous conseillera d'aller prendre une voiture à crédit. La banque voit très mal les prêts auto. Quand tu es en train d'aller acheter ta maison, la banque tire ton rapport de crédit. Regarde, waouh, Kevin est en train de payer 500 $ par mois pour son auto. Vous vous souvenez, j'avais dit, si tu as 100 000 maintenant, sans dette, ils vont vous qualifier pour 450 000. Si elle remarque plutôt que sur ton crédit, tu as un prêt auto, tu es en train de payer 450, tu es en train de payer 500 $ par mois. Les 450 là peuvent perdre jusqu'à 100 000 $. Tu peux te retrouver, même si ton crédit te qualifie à 450, je veux dire, même si ton revenu te qualifie à 450, à cause de ce prêt auto là, tu te retrouves en train d'avoir 350, même 300 000. Donc, la valeur que la banque va aller diminuer pour des crédits qu'ils n'aiment pas, c'est très énorme. Donc, il faut beaucoup faire attention quand vous manipulez les crédits. Il y a des choses qui peuvent attendre. Donc, l'auto peut attendre. Vous pouvez acheter votre maison aujourd'hui, le lendemain, vous partez chez le concessionnaire aujourd'hui, une voiture qui est comme si, du moment où vous avez un bon revenu, eux autres sont corrects, mais la banque n'est pas comme ça. Elle est plus conservative. Et maintenant, le deuxième critère par rapport au budget, c'est le down payment. Au début, je vous ai parlé, il faut avoir un minimum d'au moins 5%. Qu'est-ce qui se passe? Moins de down payment, vous allez payer, moins de budget aussi vous allez avoir. Quelqu'un qui a un revenu de 100 000, aujourd'hui peut qualifier à 450 000 si tu apportes ton 5%. Qu'advient-il à la personne qui a un revenu de 100 000 aussi, mais qui a 50 000 de down payment, qui a 100 000 de down payment? Plus tu vas mettre le down payment, plus le montant de qualification qui te sera octroyé sera élevé. Donc, si tu es à 100 000 $, au lieu de 25 000 pour ton down payment, tu peux te retrouver au lieu de 450 000 en train de qualifier à 500 000, 525 000, 550 000. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon écran, avec des gribouillis, donc veuillez m'excuser de cela. Maintenant, pour votre ratio de dette, carte de crédit, important. Comment pouvez-vous faire pour maintenir votre crédit toujours au bon standing? Quand vous avez une carte de crédit, arrangez-vous toujours à rester à tout moment à moins de 30%. Si j'ai une carte de crédit de 1 000 $, je m'en vais faire les courses de 300 $, je me rassure de rembourser d'abord les 300 $ avant de réutiliser ma carte. Mon crédit ne va jamais baisser si je procède de la façon. Mais si mon crédit est de... Si ma carte de crédit est de 1 000 $, je m'en vais consommer 600 $, 700 $. Effectivement, même si je paye mon minimum, on voit déjà que tu consommes beaucoup, donc ta carte de crédit va baisser. Quand vous achetez aussi la maison, il y a d'autres professionnels qui entrent en jeu. Pour l'instant, on avait parlé d'un prêt hypothécaire auprès de la banque.
Donc, pour votre prêt hypothécaire, vous pouvez directement aller à votre banque ou bien nous avons des collaborateurs qui travaillent beaucoup avec nous qui sont des mortgage brokers. Donc, si vous passez par un mortgage broker, il peut aussi être capable de vous qualifier, soit aussi votre banque. Maintenant, d'autres professionnels qui entrent en jeu ici sont des notaires et les inspecteurs. Quand tu achètes une maison, même si la maison est bien rénovée, elle est bien peinte, tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière les murs. Donc, ça prend vraiment un inspecteur agréé qui va venir dans la maison que tu viens d'acheter, va visiter que le circuit électrique est correct, tu as l'ampérage nécessaire, la toiture ne va pas te lâcher d'ici 1 à 2 années, comment on appelle, les appliances, les électroménagers fonctionnent, tout est en forme. Donc, ça prend un inspecteur pour venir voir. Même si tu es contracteur, il y a des détails qui peuvent encore t'échapper. Les inspecteurs viennent souvent avec un appareillage adéquat qui vont brancher à différents points de la maison et pouvoir. C'est vrai, ils ont des observations physiques comme un contracteur normal peut le faire, mais également ils auront des appareillages, des appareils qui leur permettent de se connecter pour voir les petits défauts dans la maison. Maintenant, pour les notaires, ça te prend un notaire pour transférer les papiers de la maison de l'ancien propriétaire à toi qui deviens le nouveau propriétaire. Donc ici, dans chaque transaction immobilière, il y a toujours un avocat qui va intervenir. On peut ne pas avoir l'inspection. Pourquoi? Parce que quand le marché devient très haut, pour l'instant, nous avons les taux d'intérêt qui sont très élevés. Ça a forcé le prix des maisons à baisser. Donc, dans ce marché-là où nous avons un taux d'intérêt très, très bas, les maisons sont les maisons sont très hautes, le prix est très élevé et souvent la compétition est très rude sur le marché. Par exemple, je vais mettre une maison à vendre, je poste la maison dans le système. La minute que j'ai au moins 50 agents immobiliers qui m'appellent pour dire, oh, Rosine, je veux la maison, j'ai un client qui est qualifié, voilà, voilà, voilà. Généralement, quand on a ce genre de compétition, tu peux avoir à te passer de l'inspecteur. Parce que quand la compétition est très rude, les gens vont se dire, tu sais quoi, même si la toiture coule, je sais que ça va me prendre un 3 000 $, un 3 500. Je préfère d'abord avoir ma maison et je vais me concentrer, épargner pour réparer ma toiture. Donc, on fait se passer d'un inspecteur, mais tu ne peux pas te passer d'un notaire quand tu achètes ta maison. OK, j'ai une main qui est levée. J'ai ici Utah. Oui, mon grand, tu as la parole. Allô, Utah? Oui, allô, madame, bonsoir, vous m'écoutez là? Oui, bonsoir, mon grand, comment vas-tu? Ça va bien, maman. Bon, Oui. là, je voulais savoir, c'est quoi un Mhm. builder? C'est quoi un builder, en fait? Je ne suis pas encore très familier avec ces mots, donc je veux connaître c'est quoi un builder. C'est ça ma question. OK, d'accord, mon cher. Merci pour la question. Donc, un builder, là, c'est vraiment celui-là qui va construire la maison. Très souvent, qu'est-ce qui va se passer? On a des promoteurs immobiliers, très souvent, c'est comme des grosses corporations. Ça peut être un groupe de plusieurs actionnaires qui ont des fonds. Ils vont se dire, OK, je vois un terrain, un grand terrain qui se retrouve à Whitby. Je vais me battre, acheter ce terrain-là et il fait mes développements. Quand il achète dans son terrain, il fait son plan, il fait approuver son plan par la ville et là, maintenant, il va construire des maisons qu'il va mettre à la disposition de la population, qu'il va vendre spécifiquement parlant, qui va vendre à la population. Donc, c'est lui le builder. Donc, c'est vraiment celui-là qui construit la maison. Est-ce que je réponds Ok, à la question? d'accord, parfaitement, merci bien. Merci, mon grand. J'ai des gribouillis sur mon écran, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai manipulé là. Bon, vous allez me pardonner encore de ça. Donc, ici, J'ai je une vais question. résumer. Oui, bien sûr, mon cher, vas-y. Alors, bonsoir à tout le monde. J'aimerais savoir, est-ce que c'est moins cher d'acheter une maison chez un builder comparé à l'achat d'une maison chez une personne lambda qui n'a pas été un builder? OK. Merci, mon grand, pour la question. Donc, la question est simple. Très longtemps, bon, moi particulièrement, quand j'ai acheté ma première maison, je l'ai achetée en 2014. Quand j'ai acheté ma première maison, à cette époque-là, les choix étaient presque, on pouvait vraiment se dire, oh, je vais voir le builder, mais quelqu'un qui est pressé, qui veut vraiment vite avoir ses clés, tu partais rapidement chez quelqu'un qui est à la maison construite, qui vend, tu achètes. À ce moment-là, donc, long time ago, les builders étaient très, très moins chers par rapport aux maisons existantes.
Parce que l'idée derrière ça était que, OK, ben là, les gens vont attendre 2 ans. Généralement, les condos vont aller jusqu'à 5 ans pour être construits. Donc, tu entres dans un période de construction de condominium. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Tu peux compter comme environ 5 ans pour te faire livrer ta maison. OK? Et à cette époque, vraiment, il y a 10 ans passés, les prix étaient très, très abordables chez les builders par rapport aux maisons déjà construites, aux maisons existantes. Mais de nos jours, c'est le phénomène inverse. Donc aujourd'hui, moi particulièrement, on ne va pas conseiller à quelqu'un de laisser une maison qui est existante et que surtout quand tu es prête, de laisser une maison qui est existante, que tu peux l'intégrer tout de suite pour aller attendre chez le builder, qu'elle est plus élevée, qui va te livrer dans 2 ans. C'est bel et bien clair que le builder t'offre un produit neuf. Tu n'as pas de problème de tuyauterie. Tu ne réfléchis pas sur le panneau électrique qui va bientôt, tu ne réfléchis pas sur la toiture qui va bientôt craquer. Tu ne réfléchis pas au mur qui a un... Tu n'as rien quand tu réfléchis. Quand tu n'as rien à te soucier quand tu prends chez le builder. Mais de nos jours, les builders sont devenus plus chers que les maisons existantes. Par exemple, pour l'instant, chez un builder, tu vas voir, je vais rester dans le GTA. Le GTA, c'est proche de Toronto. Donc, qui dit GTA, nous avons des régions comme Durham, on a Alton, on a la région de York, on a la région de Peel et on a la région, quelle région j'ai oublié? On a Durham, York, Toronto, Alton et York. Donc, le GTA, c'est ces régions-là. Donc, quand tu te retrouves dans ces régions-là, le marché est un peu plus cher quand tu t'éloignes un peu plus. Bon, maintenant, le but de construire ces maisons, tu vas aller dans ces régions que je viens de citer là, voir un townhouse qui se vend le minimum à 950 000. Tu vois, dans 950 000 townhouse. En passant les townhouse, donc je ferai d'autres séries de webinaires pour vous expliquer ces différents types de maisons, c'est quoi l'avantage d'un type par rapport à l'autre. Ça viendra. Mais quand tu es townhouse, c'est quoi? Ce sont ces maisons que vous voyez serrées à coller les unes sur les autres. Ça, c'est le plus cheap sur le marché. Donc, après, les gros buildings seront les moins chers, mais les townhouses qui sont des séries alignées, ce sont les deuxièmes moins chers. Mais ces deuxièmes moins chers-là, je prends ça comme référence parce que nous, dans la communauté, on remarque qu'on n'aime pas beaucoup les condos. On n'aime pas trop les gros buildings où chacun a son appartement dans ce grand bâtiment. Il y a un ascenseur qui nous conduit. On a notre espace personnel, on a notre espace privé. Donc, dans la catégorie espace privé, la maison la moins chère, ce sera les townhouses, dans les séries de 6. Le bloc finit, un autre bloc commence, on a des séries de 8 ou bien encore une autre série de 6. Cette catégorie-là, dans le GTA, on cherche dans les 950 000. Tu vois? Alors que quelqu'un qui se retrouve, prenons Ottawa, prenons London, prenons Windsor, quand tu es loin de cette zone-là, tu peux encore avoir la chance de trouver ce genre de maison à 700, 650 000 et autres. Donc, pour résumer, pour l'instant, c'est plus cher sur le builder par rapport aux maisons existantes. Donc, on va vous conseiller, si vous êtes prêt, si vous avez votre down payment, vous avez maintenant votre revenu qui vous qualifie. Donc, on va vous dire, prenez votre maison maintenant. Mais si pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas encore qualifié, il vous faut accumuler un peu plus de down payment ou bien il vous faut un peu plus de revenus, on va dire, OK, le temps que tu continues d'épargner pour atteindre ton down payment, prends un truc sur le builder de nos jours, parce que dans 2 ans, quand ça va close, il y a de fortes chances que tu aies réuni tous les critères pour pouvoir qualifier et acheter ta maison. Est-ce que je réponds à la question, mon grand? Oui, je comprends beaucoup mieux. Merci beaucoup, maman. Merci, mon cher. Et une dernière question juste pour clôturer. Oui. D'accord. Donc, quand on approche le builder pour acheter la maison chez lui, s'il n'a pas encore terminé la maison, est-ce que c'est possible de clôturer cet achat à un prix de telle sorte que même s'il termine dans 2-3 ans, tu vas l'acheter, on va l'acheter à ce prix fixe-là auquel on s'est mis, auquel on a eu un accord il y a de cela 2-3 ans? Ou bien est-ce que le prix va changer? Le prix sera sur la base du prix que la maison aura quand elle sera terminée. OK, mon cher, merci, merci pour cette question-là. Donc, habituellement, sur le builder, quand tu t'en vas voir un builder, tu n'achètes pas la maison. Tu achètes un bout de papier. Tu achètes le plan de ta maison. Donc, tout ce que tu sais, quand tu t'en vas voir le builder, tu sais que, OK, il m'a promis que j'aurais une maison de 3 chambres avec telle dimension, j'aurais tel nombre de salles de bain. En fait, c'est ça que tu achètes. Tu n'achètes pas la maison. C'est le plan que tu achètes.
Et maintenant que tu es en train d'acheter les plans, il a déjà préétabli les critères. C'est un arrangement. Il s'est dit, OK, ma maison, c'est que je suis en train de me préparer à construire. Les personnes qui vont venir acheter vont m'acheter la maison si à 950 000, par exemple. Et je vais leur livrer cette maison-là au bout de 2 ans. Donc, en réalité, quand tu t'en vas les voir, c'est le plan que tu achètes. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il peut s'avérer que le builder a prévu construire 100 maisons. Il commence à vendre. Et généralement aussi, juste pour t'éclairer, quand ils vendent ces projets-là, les plans, c'est par phase. Quand il commence, il va dire, OK, je suis à la première phase. Dans la première phase, c'est la phase la moins chère qu'ils vont avoir. Ils vont dire, OK, j'ai une maison de 3 chambres, 3 douches, je vais vendre à 700 000, par exemple. Donc, tous ceux-là qui sont informés du projet, si tu es intéressé, c'est le moment tout de suite d'aller t'inscrire et de réserver ton unité. Pourquoi? Parce que s'il a prévu construire sa maison, il va se dire, je vais commencer d'abord par vendre, disons, 25. Dans les premières 25 maisons-là, si tu réussis à signer ton contrat avec eux, tu vas avoir à 700 le prix initial. Maintenant, plus ils montent en phase, le prix augmente. Donc, si tu ne prends pas ta maison à la phase numéro 1, tu attends la phase numéro 2, il a seulement 75 maisons. Et il veut maintenant vendre seulement 25 plans encore. Toi, le prix là peut déjà quitter de 700 à 720 ou bien même 730. Tu vois que toi, tu es en train d'acheter la même maison que l'autre a acheté il y a de cela 2 mois. Toi, tu es en train de payer 30 000 plus cher que l'autre personne. Maintenant, qu'advient-il si à toutes les phases, ils ne vendent pas toutes les maisons? Il peut arriver le cas où il a tous ses projets, il a construit, donc les gens ont acheté, les gens viennent au fur et à mesure. Et plus tard tu viens, aussi plus élevé sera ton prix. Ils peuvent arriver maintenant à la dernière minute où ils ont fini de construire toutes les maisons qui n'ont pas tout vendu. À ce moment-là, tu peux avoir la chance d'aller chez le builder et te retrouver avec une maison qui est finie, que tu peux aussi prendre les clés comme une maison existante. Ça, c'est la seule possibilité qu'ils vont faire. Ou bien si c'est des maisons modèles qu'ils ont construites pour démontrer aux gens que, regarde, ton townhouse ressemble à ça. Ta maison là va vraiment ressembler à celle-ci. Souvent, on se dit, bon, on va libérer celle-là, on peut vendre aussi aux clients de dernière minute. Tu vois? Donc, sinon, quand tu achètes sur le but de c'est le plan, ce n'est pas la maison. C'est le bout de papier qui t'indique comment la maison sera. Est-ce que j'ai répondu à la question, mon grand? Oui, la réponse était claire. Merci beaucoup, Merci maman beaucoup. Rosine. Et merci Pas de encore quoi. pour ce webinaire. Ah, merci, mon grand. Pas de quoi. Je suis très honorée. Ici, j'ai une autre mère. Oui, j'ai Yuta qui revient. Oui, mon grand, vas-y. Je ne sais pas si c'est une ancienne mère ou bien une nouvelle. Yuta. Oui, Franck, vas-y, mon grand. Oui. Mhm, 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 mhm. D'accord, mon cher, merci. Je vais commencer par la première question. Vous achetez une maison chez le builder. Avant la fermeture, on voit que le marché immobilier a changé, les prix ont baissé. Comment sortir du contrat? Honnêtement, c'est très difficile. Donc, rappelez-vous, j'ai dit, un des critères, un des professionnels qui va entrer dans votre processus, c'est un notaire. Donc, quand vous entrez dans ce contrat avec le builder vous force à avoir un avocat. Pourquoi il fait ça? Il veut s'assurer que
tout ce que tu es en train de signer là, un avocat atteste que, OK, oui, vas-y, j'ai lu, c'est bon, c'est. Habituellement, les bulles de fonds, aussitôt que tu as signé là, ça devient un contrat ferme. Tu peux plus revenir dire que, oh non, j'ai déposé 20 000 dedans. Après, je me rends compte que c'est une petite erreur, je vais sortir. Voulez-vous me remettre mon 20 000 $? Ils ne veulent pas ça. Moi, de tout mon parcours, j'ai vu un seul cas où le client a réussi à récupérer son down payment du builder. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas-là? Quand tu viens chez le builder, il va vouloir voir ta pièce d'identité, il va vouloir voir X, il va vouloir voir Y. Dans le cas particulier de ce client-ci, c'était quelqu'un qui était au Canada, qui n'avait pas encore sa résidence temporaire. Je veux dire permanent, désolé. Donc, la personne qui n'avait pas encore de résidence permanente. Au moment où le builder scellait le contrat avec le client, il n'a pas pris la peine avec les agents de vérifier que le client-ci, où je suis en train de donner ma maison, en train de signer un contrat, remplit les conditions nécessaires pour pouvoir acheter une maison au Canada. Et là, maintenant, c'est vraiment dans ce marché. Ça fait 2 ans que la personne a acheté. La maison va être livrée bientôt. La personne en cours de route se rend compte que, mais putain, je me suis trompée, le marché a changé, j'ai fait une grosse gare, je ne vais pas pouvoir récupérer mon argent, je vais sortir. C'était extrêmement difficile. Ce qui l'a sauvé, c'est que son avocat a interrogé le client. Toute la vie du client, a essayé de chercher cet élément-là qu'il devait utiliser pour rejeter la faute sur le builder. Et le seul élément qui était ressorti était, oh non, quand tu as signé le contrat, elle n'était pas résidente permanente. Donc, le client n'était même pas supposé acheter la maison, mais tu lui as quand même vendu la maison. Donc, tu n'as rien à faire, rembourse l'argent. À ce moment-là, le builder s'est rendu compte que oui, effectivement, je suis coincé. Je n'ai pas vraiment fait mon due diligence. Je ne suis pas allé vérifier que le client remplissait les conditions. J'ai juste couru pour vendre un contrat. Ça, c'est le seul cas où j'ai vu que le builder a été forcé de rembourser au client. Tout le reste de cas, le builder te dit très bien. On va prendre un avocat, fais le contrat à l'avocat et signe. Une fois que le contrat me retourne, le contrat est scellé, tu ne peux pas revenir dessus. Parce que dès que tu payes, quand tu pars sur le builder, le jour J même, il te demande d'apporter un montant pour réserver ton unité. Ça peut être un montant de 10 000. C'est des gros montants. Ce n'est pas 1 000 $. Ça peut être 10 000. Très rares sont les builders qui vont même signer avec 5 000. C'est toujours au moins à partir de 10 000 à montant. Une fois que ton avocat a confirmé, oui, je valide que c'est un bon projet et que toi, tu as signé et que tu as déposé ton chèque sur le builder, donne. Le gars ne veut pas te remettre. Ça, c'est pour répondre à la première question. Est-ce que c'est clair, mon grand? Merci, mon cher. Deuxième question. Beaucoup de personnes Oh oui, mon cher, un petit détail avant que je m'oublie. Tu vois ce cas-là où le builder ne veut pas te rembourser, tu vois, tu peux avoir la chance. Tu peux te dire, oh non, je ne veux pas perdre mon 15 000 qu'ils ont déjà pris ou bien mon 50 000, whatever, le montant que tu as mis dedans. Tu peux tenter de revendre ton contrat à quelqu'un d'autre. Si tu as la chance, tu peux trouver quelqu'un qui est intéressé par ce projet-là, qui va te récupérer le projet et te rembourser ton argent. Mais si tu ne trouves pas, on appelle ça assignment sale. Tu n'as personne qui est prêt à récupérer ton contrat et continuer avec le builder, tu vas juste perdre ton argent. Donc, ça, c'est le détail que j'avais oublié de te mentionner. Donc, ça, c'est une autre façon de t'en sortir avec le builder. Donc, si le builder a commis une erreur, comme le cas de l'argent permanent que je t'ai expliqué, là, oui, il va te rembourser. Si tu as la chance de trouver quelqu'un qui va racheter le contrat, oui, tu t'en sors. À défaut des deux, là, tu perds seulement de l'argent. Maintenant, la deuxième question. Tu disais, au début, j'ai expliqué que pour garder le crédit au bon standard et toutes ces choses-là, avoir toute la confiance, la crédibilité aux yeux de la banque, il fallait se battre à rester toujours 30% et moins. Et maintenant, beaucoup de personnes disent, oh, j'ai pris beaucoup de cartes de crédit. Bon, ça dépend. Je vais prendre aussi un exemple que je sais. Moi, je sais que, bon, ce cas, ce n'était pas les cartes de crédit, mais c'était aussi des crédits qui coûtent cher. Par exemple, on appelle ça les second mortgage. J'ai dû avoir quelqu'un qui veut investir, qui a une maison qui l'intéresse et qui n'a pas de down payment. Tu vois, mais qui a déjà une autre maison existante, voulait absolument acheter une autre maison sans le down payment, se dit, OK, je m'en vais voir un prêteur privé, il va voir que, OK, j'ai déjà une belle maison, j'ai déjà beaucoup d'argent qui est disponible dans ma maison, il va mettre ma maison existante dans laquelle je vis comme garantie et m'emprunter un montant pour pouvoir continuer mes investissements. Ça se fait. Maintenant, l'histoire des cartes de crédit, c'est possible, mais ça dépend du goût de risque.
Si tu es le genre de gars, non, non, je veux la paix, je ne veux pas passer des nuits blanches parce que j'ai vidé les cartes de crédit. Maintenant, ma cote est tombée au plus bas, la banque me pousse, il me faut rembourser, je ne suis pas capable. Tu vois, si tu es ce genre de gars-là, tu ne peux pas. Tu ne vas pas prendre ce risque parce que tu veux la sécurité. Mais il y a des gens ici dehors qui se disent, OK, la maison que je vais acheter là, c'est bien vrai, je peux aller prendre les 30 000 qui sont dans ma ligne de crédit et j'ai avec un taux d'intérêt de 20%, prenons comme ça. Et il se rend compte que si je prends mes lignes je vais dire carte de crédit, on va prendre les plus chères. Ligne de crédit est moins chère en taux d'intérêt que la carte de crédit. S'il se rend compte que le deal qu'il a devant lui, c'est un deal en or. C'est une maison, par exemple, on va dire une très belle maison. Non, non, pas une très belle maison, excuse. Qui est on va dire une maison, c'est quoi le terme? Une laide, voilà. Une laide maison qui se positionne dans un très beau quartier. Tu sais que quand en immobilier, la localisation, c'est le critère numéro un. Là où ta maison est localisée, c'est la première chose que tu regardes dans ton achat, que ce soit l'investissement ou autre chose. Tu te rends compte, OK, oh, wow, j'ai une maison au downtown Toronto, c'est vraiment bien, mais la maison est bien, j'avais quelqu'un dedans qui a mal entretenu, mais je sais que si je fais l'effort d'acheter cette maison-là, même juste après 2 mois, la maison là peut prendre même comme 100 000. Tu vois, tu vas te dire, waouh, il y a beaucoup à gagner. Allez prendre cette maison-là en allant puiser dans ma carte de crédit, mettre cette maison-là à jour et récupérer pour gagner plus. Parce que tu peux faire, c'est que tu peux aller prendre les montants comme les gens disent dans ta carte de crédit. Si c'est un deal en or, tu investis dans ton deal, la maison est en forme, tu la revends, tu rembourses tes cartes de crédit. Tu vois, ça t'aura permis d'avoir cet investissement, de réaliser ce deal-là. Mais si c'est que c'est une maison qui est à mettre en location, tu vas devoir évaluer. Est-ce qu'en prenant le taux d'intérêt que j'ai sur ma carte de crédit là, je suis capable d'aller et payer la banque et payer les mensualités de ma carte et m'en sortir. Donc, tu vas devoir évaluer vraiment le niveau de risque. Mais très souvent, ce ne sont pas des choses qu'on va beaucoup recommander. Surtout dans un marché qui est comme celui-ci, ce n'est pas du tout évident. Donc, allez prendre l'argent dans sa ligne de, pas la ligne de crédit, allez prendre l'argent dans sa carte de crédit pour acheter une maison, c'est souvent une très, très mauvaise idée. On ne va pas conseiller ça. Il faut que tu sois dans le cas de cet investisseur que j'ai dit là, qui trouve que si je prends là, je me donne comme 3 mois, je vais endosser les taux d'intérêt là, mais j'arrange vite la maison, ensuite je revends pour gagner plus gros. Là, oui. Mais une maison pour aller habiter, non, c'est trop. Non, on ne va pas conseiller ça. Est-ce que je réponds à la question, mon cher? Pas de quoi, mon cher. J'ai aussi Franck qui a la main levée. Oui, Franck? Oui, bonsoir Madame Rosine, je me prénomme Franck Christin. En fait, j'avais une question qui avait comme deux volets, qui a deux volets Oui. autant pour moi. Mais là, je vais revenir sur le cas tout à l'heure, tu as parlé des inspecteurs. Mhm, Et en fait, c'est que si jamais tu achètes déjà une maison et que tu te mhm, rends compte peut-être après X nombre d'années ou bien la même année que tu as acheté ta maison, qu'il y a des problèmes peut-être au niveau du sous-sol et que ça te nécessite peut-être un arrangement à l'immédiat de disons peut-être 100 000 $ ou bien un montant, bref, genre un montant que tu peux pas t'imaginer payer sur l'instant. mhm. Euh, Est-ce que sur le coup, tu peux porter plainte à l'inspecteur qui a eu à faire de l'inspective sur ton achat? Ou bien est-ce qu'il y a une législation qui te permet de pouvoir le conduire en justice par rapport à ça, par rapport au conseil qu'il t'a donné? Ça, c'est ma première question. Et aussi, Mhm. de par ton expérience sur le marché de l'immobilier, est-ce qu'il y a une certaine peut-être année ou bien il y a une plage d'années qu'il ne faut pas peut-être acheter une maison par rapport à ça. Si par exemple, les maisons qui datent peut-être des années 80 descendants sont moins crédibles que des maisons qui datent au-delà de ça, donc qui viennent peut-être de 80 jusqu'à présent. Donc, quelle est la Mhm. bonne plage? Et en fonction de ça, comment négocier le prix aussi au niveau de OK, l'achat? mon cher. Belle question. Merci, mon cher, pour ces questions-là. Donc, je vais commencer par la première qui est, si un inspecteur vient te valider ton achat, il dit, oh oui, j'ai vraiment analysé la maison, tu n'as rien à craindre, vas-y, je confirme, il se donne son OK. Ce qui est bien dans ce cas, c'est que quand l'inspecteur le fait, ce ne sont pas des mots. Le monsieur va te fournir un gros rapport comme du genre 45 pages qui décrit chaque chose qu'il a eu à inspecter sur la maison avec les conclusions y afférentes.
Maintenant, si ce peut qu'il s'est trompé, il te dit que non, j'ai vérifié, la fondation est correcte, tu n'as rien à craindre, effectivement, tu vas porter plainte et lui, il va endosser. Tu vas porter plainte contre l'inspecteur. Mais ça dépend de l'âge de la maison. Tantôt, on a parlé des maisons de chez le builder. Quand tu achètes une maison chez le builder, tu as une garantie comme d'environ 7 ans sur la maison. Donc, si l'inspecteur, par exemple, vient même faire ce travail, je prends ici le cas des maisons neuves, des maisons qui sont de 0 à, on va dire, 0 à 5 ans, par exemple. Si tu es en train d'acheter ce genre de maison-là et que l'inspecteur vient faire ce rapport et commet une erreur, te dit que non, la maison est correcte, il n'y a pas de souci, tu as mon aval, vas-y de l'avant. Tu t'en vas acheter la maison et après, on se rend compte que, ah non, il s'était trompé, il y a telle chose qui nécessite des gros travaux. Donc, à ce moment-là, tu es encore sous garantie. Donc, on appelle ça tarion. Donc, tu es encore sous la garantie de tarion. Donc, à ce moment-là, moi, je vais te conseiller d'aller vraiment d'avoir la bonne foi. Tout le monde fait des erreurs dans son travail. À ce moment-ci, puisqu'il y a quelqu'un qui peut payer pour, je vais préférer que toi, tu t'en vas appeler ta pour dire, oh tiens, je viens d'acheter cette maison-ci, elle a une garantie de 7 ans, mais à peine 5 ans. Voilà le gros problème que j'ai au sous-sol, qu'est-ce qu'on fait? Là, Tarium, automatiquement, il va régler le problème. Mais si à jamais, cette maison-là, la garantie venait vraiment juste de finir et que Tarium ne peut pas t'aider, oui, tu vas porter plainte contre l'inspecteur, il va assumer. Parce que ce qui est encore bien, comme je vous rappelle, c'est que ce ne sont pas des mots qui te disent, c'est un gros rapport qui te présente. Tu vois un peu, à ce moment-là, oui, tu vas aller contre l'inspecteur. Deuxième question, mon cher, tu parlais des années de construction. Oui, on sait que avec la technologie, le monde évolue, les choses changent. Dans les années 1980 et avant, le système d'isolement que nous avions n'était pas la même chose qu'on a aujourd'hui. Donc, les choses sont beaucoup améliorées entre-temps. Donc, généralement, nous, les agents immobiliers, quand nous achetons des maisons aux clients, surtout des anciennes maisons, pourquoi? Parce que les anciennes maisons aussi sont moins chères, par exemple, par rapport aux nouvelles maisons. Donc, quand ton budget te qualifie pour les maisons qui sont anciennes, aussi de notre côté, en tant qu'agent, on va prendre les mesures nécessaires pour vérifier ce dans quoi on t'engage, telle chose est vérifiée, telle chose est vérifiée, telle chose est vérifiée. Par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle UFI, urée formaldéhyde. Donc, avant, dans des maisons, quand on isolait les maisons avant 1980, ce système a été utilisé pour isoler les maisons. Mais de nos jours, l'expérience a montré que ces produits-là sont cancérigènes et toutes ces choses-là. Donc, les maisons qu'on construit aujourd'hui, on n'utilise plus de l'urée formaldéhyde, mais c'est plutôt un nouveau système d'utilisation qu'ils vont utiliser. Ça peut être des fibres de verre, toutes ces choses-là, qu'ils vont utiliser pour isoler les nouvelles maisons. Donc, nous qui allons acheter la maison avec toi, si c'est une maison ancienne, on va prendre la peine de vérifier ces aspects-là. Ok, la maison-ci qu'on est en train de prendre, le système d'isolation est correct. Le plafond, si c'est le plafond suspendu, ça répond aux normes. Donc, on va prendre le temps d'abord à notre niveau de faire ça. Et on va aussi te forcer, bon, quand je dis forcer, c'est un peu exagéré, on va vraiment insister que tu prennes un inspecteur. Donc, quand l'inspecteur aussi vient, dépendant de l'âge de la maison et de ses instruments, il est capable de nous dire si le système-là contient les éléments les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, si à jamais on a ces éléments-là, automatiquement, on peut sortir du deal. Donc, automatiquement, on va sortir du deal. Mais toi, si tu es du genre, oh non, la maison aussi m'a vraiment plu, voilà, je ne veux pas avoir de la perte, je veux aller avec cette maison-là, malgré le fait qu'on a dit qu'il y a de l'urée formaldéhyde, qu'avec le long terme, ça peut causer le cancer et toutes ces choses-là. Quand tu choisis de rester dans le deal, toi aussi, tu vas devoir signer, tu n'as pas de contrat avec nous. Tu vas devoir accepter que, OK, Rosine a travaillé avec moi. Elle a pris le temps de m'expliquer que cette maison, si a été isolée avec tel, ça contient X, ça contient Y, ça contient Z. Tu vas aussi décharger l'inspecteur du fait qu'il t'a préparé un rapport qui contient ces éléments-là, que tu as bien lu et que tu as compris le rapport. Et malgré ça, tu as choisi d'avancer dans l'achat. Donc, avec ça, c'est vraiment à tes risques et périls. Tu sais ce que tu prends. Tu dois devoir endosser tout ce qui arrive par la suite. Est-ce que ça répond à la question, mon cher? Oui, merci. Et aussi, je voulais juste ajouter par rapport à la réponse, s'il te plaît. Est-ce que dans le cas, peut-être que tu portes plainte à l'inspecteur par rapport à une mauvaise inspection ou bien un résultat qui te fait encore dépenser de l'argent, est-ce que au niveau de tes dépenses que tu seras amené à effectuer pour les réparations,
est-ce que c'est proportionnel à la plainte que tu vas apporter à l'inspecteur? Est-ce qu'il y a des réglementations pour ça? Comment ça se passe? Bref, par rapport à l'expérience que tu as eu à vivre, s'il te Ok, plaît. bon, personnellement, merci encore pour la question, mon grand. Personnellement, je n'ai pas encore vécu ce problème-là moi-même, mais la seule situation qu'un de mes collègues m'avait reportée, c'est elle a acheté la maison à un client. On a amené un inspecteur visiter la maison, s'assurer que tout est correct avant qu'on confirme l'achat. L'inspecteur, par erreur, n'a pas vérifié les appliances, comment on appelle, laveuse sécheuse. N'a pas vérifié la laveuse sécheuse. Et net qu'on arrive au closing, quand la dame aménage dans la maison, se rend compte que la laveuse et sécheuse ne fonctionnaient pas. Donc, ça, c'est une erreur d'inspection. Donc, tout de suite, donc très souvent, avant même d'aller porter plainte, tu vas appeler l'inspecteur pour dire voici, voici, voici. Donc là, un arrangement à l'amiable peut être fait avec l'inspecteur pour régler le problème. Ou bien si lui ne veut rien du tout savoir, forcément, tu vas prendre des actions et porter plainte contre lui. Dans le cas de la laveuse sécheuse, là, quand l'inspecteur s'est rendu compte, oh, c'est une grosse erreur qu'il avait faite, il a offert une laveuse sécheuse neuve à la personne. Donc, ça, c'est le cas que je sais. Donc, la valeur de la compensation financière, honnêtement, je ne sais pas. Ça sera à la Cour de décider par rapport aux dégâts qui ont été, au préjudice qui a été causé, c'est quoi la récompense qu'il va te donner. Est-ce qu'il va tout te rembourser? Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il va aller au-delà? Je n'ai aucune idée. Donc, ça sera vraiment à la Cour de statuer sur la gravité de la situation et trouver des moyens de compensation pour toi. Ok, parfait. Merci beaucoup. Pas de quoi, mon cher. Ok, mes amis, je ne sais pas s'il y a une autre question. Je ne vois pas de main. Donc, je sais que on a pris pas mal de temps là. Bon, je vais résumer ici. Donc, pour l'achat d'un bien immobilier, donc on a parlé des différents critères, ton statut au Canada, ton prêt hypothécaire, ton budget. Donc, grosso modo, pour ta préqualification, comme je vous avais annoncé au début, ça peut se faire de deux façons. Tu peux tranquillement aller voir ta banque pour dire, voici ma lettre d'emploi, voici mon épargne. Ils ont accès à ton crédit score. Vous me qualifiez pour combien? Ou bien, vous avez des agents hypothécaires, des mortgage agents, qui sont privés, qui vont aussi faire le même travail et vous donner un montant. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours dire aux gens, va voir un mortgage agent. Pourquoi? Parce que ta banque, quand tu marches à ta banque pour dire, je veux me préqualifier, ta banque a des employés qui travaillent pour elle. Donc, ils vont te donner un mortgage advisor. Maintenant que ta banque t'a donné un mortgage advisor, que tu achètes la maison ou pas, le mortgage advisor s'en fout, il a déjà son salaire à la banque. Donc, le gars n'est pas là pour se plier en 1000 morceaux, se battre, à te donner la plus bonne qualification possible. Que tu achètes ou pas, ça lui est égal. Il est déjà payé. Contrairement au mortgage agent, c'est quand tu achètes la maison que la banque paye le monsieur, que la banque paye la madame. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand tu apportes ton dossier à un mortgage agent, il va analyser. Et en plus, le mortgage agent a accès à toutes les banques. Il a accès à TD, RBC. Contrairement à ta banque, quand tu y vas, tu n'as que le projet de ta banque. Donc, le mortgage agent, quand il prend ton dossier, il analyse par rapport à ton crédit, ton revenu. Il voit présentement, aujourd'hui, quelle banque est favorable à mon client? Quelle banque donne le meilleur taux d'intérêt? Est-ce qu'il peut étendre son amortissation? Est-ce que ses conditions sont plus flexibles? C'est seulement quand il voit ça qu'il va porter ton dossier à cette banque précise. Donc, quand tu as le choix avec ta préqualification, nous, on va toujours dire choisis un mortgage agent parce qu'il a accès à plus qu'une seule banque. Et toi aussi, à ton niveau, comment peux-tu déjà prévoir que, OK, d'ici l'année prochaine, je vais acheter une maison. Je pense que je vais acheter une maison de 500 000. Donc, nous avons des calculateurs en ligne. Après ce webinaire ici, je pourrais t'envoyer des informations si tu es intéressé sur comment te qualifier. Donc, toi, tu peux aller en ligne là, tu crédits ton revenu, tu mets ton épargne, tu mets, tu sais ton taux d'intérêt et ça te dit, OK, avec ça, tu es qualifié pour tel montant, ou bien même quand tu es qualifié pour tel montant, combien vas-tu payer mensuellement? Donc, toutes ces choses-là aussi, tu peux le faire en ligne. Mais ce n'est pas vraiment fiable, comme quelqu'un qui est en train de, comme quelqu'un qui a un système bancaire devant lui pour rendre les nombres de façon appropriée. Mais quand tu fais aussi en ligne, il faut vraiment savoir que c'est approximatif. Parce qu'il y a des détails que tu n'as pas encore. Et tu n'as pas le logiciel du mortgage agent pour être le plus précis possible. Ici, oui, j'ai M. Bertrand qui a la main levée. Oui, mon cher.
Oui, bonsoir Rosine et merci encore pour l'exposé et toutes les informations que tu nous donnes. Mais j'ai une question, celle de savoir, ok, pour quelqu'un qui est déjà propriétaire et qui a un renouvellement de bail, c'est-à-dire après 5 ans, s'il arrive que à la 5e année, tu n'arrives pas à avoir un renouvellement auprès de ta banque, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Merci pour la question, mon cher. Donc, très souvent, quand ton mortgage arrive à maturité, donc généralement, ta banque même qui a le mortgage, c'est vraiment la personne idéale pour le conduire. Parce que cette banque-là a tout ton dossier, la banque connaît tout de toi. Donc, ça sera supposé être la personne idéale à renouveler. Admettons maintenant qu'elle dit, oh non, je ne veux pas renouveler pour une raison ou une autre là. Tu dois le savoir avant pour pouvoir magasiner. Et même d'ailleurs, on va vous conseiller, quand ton mortgage arrive presque à maturité, disons 6 mois avant, commence même déjà à magasiner. Je veux dire, même si ta banque, tu vas renouveler, comment déjà aller dans les autres banques, la concurrente pour magasiner. Si tu réussis à trouver un taux d'intérêt plus avantage à une autre banque que celle qui a ton mortgage de maintenant, tu vas lui dire, hey, tiens, regarde, toi, tu es là, tu me donnes un 6%, j'ai tel monsieur là qui me propose tel pourcent, à prendre ou à laisser. Est-ce que toi, tu veux match le taux que l'autre me propose ou bien je passe chez l'autre? Donc, très souvent, quand tu choisis cette approche-là, le monsieur veut aussi conserver le client. Donc, très souvent, ils vont s'ajuster et pouvoir résoudre ton problème. C'est-à-dire, essayer de battre l'autre taux d'intérêt que l'autre te donne pour que tu restes avec eux. Donc, est-ce que je réponds à la question, mon cher? Oui, mais je vais donner un scénario. Merci. Admettons, par exemple, j'ai perdu mon emploi. Mais comme je peux me battre à payer, est-ce qu'ils vont me redemander, par exemple, des bulletins de paie? Et si tel est le cas, qu'est-ce que je fais si je reste dans la possibilité de payer tout en n'ayant pas ces garanties? Qu'est-ce qui peut se faire? Non, habituellement, mais bon, moi-même, même pour ma propre maison, ils ne m'ont jamais redemandé d'envoyer la fiche de paie. Très souvent, à la veille, c'est quoi, 2 mois avant, 3 mois avant, ils vont t'envoyer une lettre à la maison, 3 mois à l'avant, je pense, de notification, ils vont te donner pour dire, hey, ton mortgage arrive à expiration, voilà, viens négocier les nouveaux termes. Alors, si qu'entre-temps, le marché a baissé, je veux dire, si le taux d'intérêt a baissé, que tu étais à variable ou bien si tu veux changer même de variable à fixe, c'est le moment pour toi d'aller renégocier tes clauses avec eux. OK, merci. Là, je pense que j'ai la réponse à ma question. Merci beaucoup, mon cher. Donc, j'ai une autre main levée qui est de iPhone 2. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, ma grande. Comment vas-tu? Ça va bien, vous? Oh, ça va très bien, ma chère. Merci. Oui. OK, donc j'avais une question. Vous avez parlé de Ontarion. Je ne sais pas si j'appelle ça bien. Tarion. Oui. Je vais voir si je peux te Donc, taper Ontarion, le nom. est-ce que c'est 100% gratuit au cas où, si tu as les dégâts à la maison? Est-ce que l'assurance est 100% gratuite? OK. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai écrit le mot Tarion. La garantie, donc T-A-R-I-O, oui. Bon, oui. En fait, ça fait partie, même quand le builder, quand tu signes déjà ton contrat sur le builder, ça fait partie des documents qui viennent avec. Ce n'est pas négociable. Quand on te livre la maison, ils doivent s'assurer, OK, la maison, si dans les 7 prochaines années, on n'aura pas ci, on n'aura pas ça, ainsi de suite. Automatiquement, quand l'une des choses arrive pendant ce temps-là, oui, c'est gratuit. Et aussi, est-ce que c'est seulement pour les first home buyers ou ça peut Non, aussi c'est être pour tout le monde qui second achète la maison. C'est pour toutes les nouvelles maisons. Toutes les nouvelles maisons. Donc, ça n'a rien à voir avec First Time Home Buyer. Donc, toute maison neuve qui est livrée vient avec cette garantie-là. OK, si j'achète une maison qui n'est pas neuve de quelqu'un, est-ce que j'aurai cette assurance? Oui, c'est transférable. Oui. C'est transférable. Du D'accord. moment où tu es encore dans les 7 ans, c'est transférable. Il y a un problème, oui, tu appelles, voilà, c'est moi la nouvelle propriétaire et tout et tout. La garantie est transférable. Mais si la maison a été construite, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans, il n'y a Non, plus la garantie est d'assurance finie. Rappelle-toi, c'est un maximum de 7 ans. D'accord. Ouais. Une fois que les 7 ans sont passés, même si nous étions à la 7e année et que le dernier jour était aujourd'hui, ton problème survient demain, non.
Malheureusement pas. Tu n'es plus dans la garantie. D'accord, merci beaucoup. Pas de quoi, ma grande. Oups, désolé, mon écran a gelé. Je vais sortir, je vais arrêter le partage et refaire, s'il vous plaît. Mon écran a gelé. Oh là, ça reste toujours gelé. Donc, je vais sortir et repartager une autre fois. Désolé. OK. J'ai besoin de circuler à la... En attendant déjà avec la fin. Oui, j'ai d'autres mains levées. J'ai Momo. Oui, mon grand, vas-y. Je ne sais pas si c'est mon grand ou ma grande. Vas-y, s'il te plaît, avec ta question. Ok, bonsoir, Madame Momo. J'ai le plaisir de dire ça, je dis comme ça. Bonsoir, Monsieur Momo. Merci beaucoup pour la présentation et j'apprécie énormément la qualité et la précision des informations qui sont données. J'ai craint d'être autre, j'ai une préoccupation. Est-ce que, de manière sommaire, la décision d'achat d'un bien immobilier, comme par exemple une maison, pour une association, je prends par exemple le cas de Yemba Ontario, si on décide peut-être d'acheter une maison, est-ce que la procédure est très proche de celle, par exemple, quand c'est un individu ou une famille qui va acheter? Je suis beaucoup plus préoccupé par comment est-ce que la démarche, des trucs comme les mortgages, ainsi de suite se traite et comment est-ce qu'on garantit que les mortgages seront toujours payés, puisqu'on a des bureaux qui peuvent varier, qui peuvent changer à tout moment. OK, mon cher, merci beaucoup pour la question. Donc, pour une association, est-ce que l'association va fonctionner en tant que compagnie ou bien est-ce que l'association va acheter la maison comme une compagnie qui achète la maison? Oui. OK. Donc, je vais parler d'un cas précisément que j'ai vécu. Donc, quand vous fonctionnez en tant que compagnie, donc généralement, les différentes dans la compagnie, vous avez des administrateurs. Tu comprends? Donc, dans ce cas-ci, ce qui va se passer, c'est que ceux qui se portent garant, donc ceux qui seront en tête pour le projet, le processus de qualification va se baser sur vous. Et là, maintenant, avec l'hypothèque, il va vous falloir vraiment, vraiment un avocat pour définir les termes. Parce que même si vous, les administrateurs, vous portez le projet à vos noms, on sait que c'est toute une association. Donc, vous garantissez ce bien-là pour l'association, mais il y a d'autres intervenants qui sont derrière pour lesquels vous avez pris ce risque-là. Donc, ça prend ici un avocat qui va définir les termes. Que toi qui es administrateur, qui as porté le morgue, on a utilisé ton crédit bio, on a utilisé ton revenu, ou bien, à moins que l'association elle-même les finance. Quand l'association a elle-même les finances, parce qu'il peut y avoir des cas où tu as une compagnie, tu vois, quand tu as ton compagnie et tu as un gros revenu, on va dire un gros revenu de la compagnie, et que tu peux justifier, la compagnie peut justifier, ok, voici mes épargnes, et que la compagnie peut facilement qualifier pour un bien hypothécaire, un bien immobilier, oui, tu vas aller dans ce cas-là. Mais si ce n'est pas le cas, il va falloir des administrateurs, certaines administrations qui vont devoir porter la charge de l'hypothèque à leur dos. Et qu'est-ce qui va se passer si ces administrateurs ne sont pas renouvelés au niveau du board? Si les administrations ne qualifient pas. Non, qu'est-ce qui se passe au niveau du board, ils sont en fin de mandat et qu'on doit élire d'autres administrateurs? Quel est l'impact? Non, là, vraiment, c'est un avocat. Personnellement, tu vois, au départ, on va vraiment définir avec l'avocat. Ce qui est sûr, c'est que si vous vous engagez pour le compte de l'association, vous réussissez à acquérir le bien immobilier en cours de route, vous n'êtes plus capable d'honorer vos engagements et que vous partez en défaut, ben forcément, vous tombez comme un individu qui avait une maison qui ne peut plus payer ses mensualités. Donc, vous retombez avec la banque ou la banque peut récupérer la maison, la banque peut aller, vous allez aller au power of sale. Donc, la banque essaie de récupérer la maison pour pouvoir entrer dans ses droits. Mais ici, là, je pense que c'est vraiment un avocat qui va pouvoir tout organiser pour vous sortir de la situation. Merci beaucoup.
Pas de quoi, mon cher. Bon, aussi, c'est vrai, la question, ça, c'est la tentative de réponse qui me vient dans la tête, mais je vais vraiment encore aller bien regarder dans ce cas-là. Comme ça, je vais, la prochaine fois, je vous donnerai des informations plus éclairées et plus détaillées. Mais sur le champ dans ma tête, ça, c'est la tentative de réponse que je peux t'apporter. Mais promis, je vais vraiment refaire des recherches sur ce cas spécifique-là. Je n'y ai pas pensé. Je vais faire la recherche vraiment dessus et t'apporter des éléments. Ben, si les éléments diffèrent de ce que j'ai dit, je vais t'apporter plus de précision. Si ça reste ce que j'ai dit, ni vu ni connu. J'ai Albertine qui a la main levée. Oui, bonsoir, ma Oui, grande. bonsoir et merci beaucoup pour ce webinaire qui est tellement riche. Donc, ma question va un peu dans le même sens que ce qu'il vient de poser, parce que présentement, on fait une tontine immobilière et puis la phase 1, c'est vraiment accompagner les membres à l'acquisition de la maison. Et comme on a dit, mais pour le point premier temps, c'est vraiment avec des personnes qui sont au moins résidentes permanentes et, ou des citoyens canadiens. Donc, et là, maintenant, dans la suite du projet, en fait, le projet 1, c'est que tout le monde puisse acheter sa maison. En phase 2, c'est pouvoir acheter maintenant l'immeuble à revenu pour ce projet familial. Donc, vraiment, ma question va dans son même sens parce que pratiquement, comment ça va se passer? Donc, j'entends qu'on va attendre que tu puisses regarder toutes les informations pertinentes qui vont pouvoir t'aider. Parce que d'autres parlaient de faire un peu comme des BNB, chacun devait avoir sa part, mais quand j'essaie de réfléchir pratiquement comment ça va se passer, je sais que c'est un pays qui est assez, les lois sont bien et tout, mais bon, je voudrais vraiment en savoir davantage. Merci. D'accord, ma chère. Donc, comme j'ai répondu à l'autre personne, oui, je vais vraiment moi-même refaire la recherche sur cette question précise. Je n'y avais pas pensé. J'ai donné une tentative de réponse. Je vais aller vraiment confirmer l'information pour vous revenir. Mais justement, dans votre cas, le côté où chacun va d'abord avoir une maison, bon, ça, chacun va aller faire son processus de qualification. Et dans le projet de groupe, là, oui, c'est ça vraiment l'information que je vais aller vérifier et vous reconfirmer. Oui, juste une petite précision. Vraiment, l'étape, première étape, c'est correct parce que c'est vraiment, vous faites une tontine, mais pas pour avoir l'argent, mais pour qu'on puisse mettre de l'argent, un peu comme c'est un don familial qu'on te donne pour ton down payment. OK? Donc là, c'est correct, c'est clair. Et puis, mais c'est le projet 2 qui consiste à acheter par l'immeuble, peut-être faire du BNB, comment ça va se passer entre les membres, ainsi de suite. C'est un peu ça, ce qui n'est pas clair, en fait. Oh, OK, d'accord. Est-ce que toi, tu peux, en fait, si j'ai bien compris, est-ce que c'est le problème de partage ici? Donc, dans la maison, une fois qu'on aura le bien immobilier commun là, ça sera la part, ça sera quoi la part de chacun? C'est ça la question? Exactement, c'est ça quoi la part de chacun, d'autant plus que quand on pense au projet, on pense à un montant où chacun devrait payer, ou bien chaque famille. Donc, quand on parle de famille, c'est que par couple, par exemple. Les personnes qui sont en couple et tout pourront payer, ainsi de suite. Et puis maintenant, quand le bien va être acheté, OK, comme tu as dit tantôt, ce seraient des personnes qui seront à la tête et les autres qui ne seront pas à la tête, leur nom, est-ce que ça va figurer? Ce sont des questions en fait que des choses que je voudrais comprendre. Oh oui, c'est vrai qu'un avocat va vraiment vous distribuer les parts, c'est quoi la part de chacun dans ça. Mais ce que je sais, avec l'expérience, ben, avec ce que je vois autour de moi, les investitions en équipe, donc on a eu des cas où quand quelqu'un a acheté, donc ils ont acheté, la personne qui a porté le projet là, quand le bien a été acheté, c'était le property manager. Donc, une des personnes était chargée de, c'est toi qui vas collecter le loyer, vérifier que tout va bien. Donc, généralement, quand il y a une personne qui va s'investir mieux que d'autres là, forcément dans le partage, pour que les choses soient faites, on ne va pas dire que si nous sommes 10, c'est 10% à chacun. On va se dire, OK, la personne là qui est en train de faire le management, qui prend de son temps, tandis que les autres sont en famille pour faire X et Y, pour te le compenser, voilà la part supplémentaire que tu dois avoir. Et là, comme je dis, ça, c'est vraiment l'avocat qui va très, très clairement vous expliquer c'est quoi l'apport de chacun et vous proposer des pourcentages adéquats pour protéger chacun de vous. OK, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, et puis, ça s'étend un peu plus parce que après ce stade, ce sera vraiment faire l'investissement aussi au pays. Donc, c'est-à-dire acheter comme une sorte de grand quartier, faire vraiment de belles maisons comme ici au Canada,
et aussi toujours dans le même sens de répartition. Bon, on va faire peut-être les B&B ou bien les maisons en location pour, par exemple, des personnes de la diaspora qui viennent passer des vacances, autant de choses. Comment ça va se passer pratiquement? Au niveau Canada, c'est souvent très, très bien fait avec les notaires, avec les avocats, avec tout. Donc, en fait, c'est autant de choses. Je pense que dans la quête de compléter tes réponses et pouvoir les distiller, ça, en fait, ce sont les éléments qui pourront aussi entrer en compte là pour nous aider à mieux comprendre. Merci beaucoup. Wow, ma chère, wow. En tout cas, bravo pour les initiatives, les projets, c'est tellement bien. Donc, en tout cas, tu nous inspires là et bien d'autres personnes qui sont ici avec nous. Super. Oui. J'ai toujours beaucoup aimé l'immobilier. Merci vraiment. Oh, super, ma chère. Non, décidément, je vous reviendrai là-dessus avec des réponses plus claires, plus justes. Je vais aller chercher des personnes compétentes pour cette partie-là pour donner la bonne information. Merci beaucoup. Pas de quoi, ma chère. Décidément, mon écran gèle tout le temps. Donc, ici, c'était vraiment, on parlait des étapes. Est-ce que tu as une autre main ou bien c'est l'ancienne main, ma chère? C'est l'ancienne main, n'est-ce pas? C'est l'ancienne main, je vais la baisser, désolée. Ok, d'accord, ma chère, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. C'est ça, ma chère. Donc, on était ici dans le processus d'acquisition de sa première maison. On a vu les étapes. On a vu la préqualification. Oui, ici, maintenant, quand vous êtes qualifié, que la banque vous a octroyé un budget, il est question maintenant que vous partez dénicher la maison. Donc, maintenant, ce que vous devez savoir ici, c'est que la chose la plus importante en immobilier, c'est la localisation. Location, location, location. Surtout pour ceux qui veulent faire de l'investissement, on dit toujours qu'il est préférable d'aller dans un quartier chic, acheter la plus vieille, mais je veux dire la plus laide maison et la retaper, atteindre le niveau du quartier, que d'aller, je ne sais pas moi, dans un je veux dire dans un quartier pas du tout réputé et déposer un château. Donc, quand tu t'en vas dans un quartier qui est très, très mal réputé, tu déposes un château, ton château, quand, par exemple, un évaluateur va venir évaluer la maison, l'évaluateur regarde les maisons du quartier pour évaluer ta maison. Donc, même si ta maison coûte 3 millions, aux yeux de l'évaluateur, ta maison ne sera jamais 3 millions parce qu'il y a le standard du quartier. C'est très, très important. Donc, quand l'évaluateur vient même, il cherche toujours de regarder les maisons qui se vendent ici, c'est autour de combien. Donc, encore, la localisation est très importante. On va conseiller une ancienne, pas une ancienne, je veux dire une laide maison dans un très beau quartier. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. L'autre chose maintenant, c'est dépendant des critères que vous vous donnez. Si vous êtes du genre, OK, je veux au moins une maison de 4 chambres, je veux au moins 4 douches, le budget va avec. Donc, quelqu'un qui va dire, OK, on m'a qualifié à 900 000, je veux une maison de 5 chambres, je veux un basement qui est fini avec un appartement séparé, avec une douche, une entrée, où je peux mettre à louer dans le GTA, c'est clair que ça sera difficile. On a vu que dans le GTA, des maisons, des townhouses récentes là, qui sont en train d'être construites, les buts sont en train de faire la promotion à partir de 950 000. Donc, si j'ai ce budget-là et je mets mes attentes très, très haut, ça sera très difficile de les atteindre. Donc, ceci dit quoi? Quand tu as déjà ton budget avec le mortgage agent ou bien avec ta banque, c'est le temps maintenant de travailler avec ton agent immobilier qui va t'écouter, qui va te conseiller et qui va vraiment savoir qu'est-ce que tu recherches. Maintenant, quand tu dis je vais chercher dans telle région, ton agent va t'orienter avec ton budget et les critères qui vont avec ton budget dans ta région et vous allez pouvoir dénicher la maison. Quand c'est fait, donc, l'agent t'envoie des maisons qui sortent sur. Nous avons un grand système où toutes les maisons qui sont sorties sont répertoriées et tous les agents immobiliers ont accès. Donc, une fois qu'on est rendu à cette étape-là, on va commencer à vous bombarder de maisons qui sont dans votre critère. Vous allez les regarder, apprécier les photos. Quand une captive votre attention, vous nous dites, oh, celle-là, on veut absolument la voir. À ce moment, nous allons faire une descente sur le terrain, vérifier qu'elle vous intéresse et tout et tout. Lorsque la maison vous intéresse, c'est proprement le moment de faire l'offre. Donc, on va écrire la paperasse, proposer au vendeur, on voit que la maison telle est listée à tel prix, dépendant de comment ça se vend dans le quartier. Parce que nous ne sommes pas des magiciens pour savoir que cette maison se va exactement acheter à 500 000 $. Nous avons des critères à nous aussi et des astuces. Ce qui se passe, c'est qu'une maison se vend pas, les maisons se vendent par quartier. Donc, une maison où tu arrives, les maisons, les townhouses se vendent à 950 000. Donc, il y a de fortes chances aussi qu'on trouve ta maison de townhouse que vers ce montant-là. Mais il peut arriver peut-être que tu tombes sur un vendeur qui est désespéré,
je ne sais pas moi, qui veut juste se débarrasser de son bien, il te dit, bon, ok, je sais que vraiment là, je voulais 950 000 comme les autres, comme mes voisins ont vendu, mais je suis pressé, je veux absolument acheter cette maison-ci. Au lieu de 950 000, je peux te donner à 900. Donc, il n'y a que ce genre de situation-là où tu vas réussir à trouver une maison très, très moins chère par rapport au prix du quartier. Donc, ça se vend vraiment par quartier. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir. Mais aussi, un truc très, très important, c'est que nous, les agents immobiliers, on vous représente. Donc, quand vous venez nous voir, on va vous dire, on veut savoir les détails. Mieux nous connaissons les détails, mieux on va t'aider. C'est comme si tu allais chez le médecin, tu as mal au ventre et tu dis que c'est la dent. Le médecin se concentre sur la dent alors que ton mal est ailleurs. Donc, tu ne seras pas bien soigné. Même chose avec nous. On veut que quand le client arrive, soit ouvert. On est là vraiment pour vous accompagner. On est là pour vous aider. S'assurer aussi que vous faites un bon achat. Nous, on n'est pas satisfait de savoir, OK, Rosine a acheté la maison à un monsieur Momo et le lendemain, monsieur Momo n'est pas con. On ne veut pas ça. Je veux que quand Douala, je t'accompagne, tu me dis, waouh, Rosine m'a aidé à acheter ma maison. C'est ça que nous voulons. Donc, mais pour que ça arrive de notre côté, vous devez aussi nous aider. Vous devez nous dire, voilà la vérité. On doit savoir. On a besoin pour réellement vous aider. Donc, voilà pour ce qui est de vraiment faire l'offre d'achat. Trouver la maison elle-même, faire l'offre d'achat et réussir à l'acquérir. Quand tout est fait, on a la maison. Rappelez-vous, l'inspecteur vérifie. Quand l'inspecteur a vérifié, dit que la maison est correcte, c'est là où le notaire entre en jeu. Le notaire va finaliser les autres. Donc, quand on prend la maison, toi et moi, on se décide, OK, on va donner 10 000 pour garantir la maison. Quand on garantit dans la maison, le reste du down payment, ce n'est pas à ta banque que tu vas donner, ce n'est pas à moi que tu vas donner, c'est à ton agent. C'est à ton agent que tu... je veux dire, c'est à ton notaire, s'il te plaît. C'est à ton notaire que tu apportes là la différence pour pouvoir clore cette transaction. Et aussi, c'est le notaire qui te donne les clés. Ce n'est pas nous, les agents immobiliers. Je sais que demain, on a une journée de travail. C'est presque terminé. Là, c'est vraiment presque les petits résumés maintenant. Donc, voilà, je viens d'expliquer cette partie-ci. Offre acceptée. On va fournir la documentation, mortgage guy, l'inspecteur fait sa part, c'est le notaire qui finalise, ainsi de suite. Or, une fois que vous avez dans la maison, vous devez savoir, une fois qu'on est entré dans la maison, ce n'est pas tout. Tu as tes factures d'eau, tu as tes factures d'électricité, tu as surtout ta taxe de propriété qui est très importante, que tu dois payer à la ville. Et c'est aussi des montants importants. Donc, quand tu fais ton calcul dès le départ, en tout cas, le mortgage agent le fait pour toi. Donc, quand il prend ton down payment, il te donne la valeur de la maison par rapport à la taxe de propriété du coin. Il sait que, OK, la taxe de propriété, c'est 5 000. Peut-être l'année, tu vas devoir payer 480 par mois. Donc, tout ça, il met dans ton budget pour s'assurer que tu es capable de payer avec ton revenu avant de te qualifier pour ce montant-là qu'il va te donner. Donc, une fois que tout est terminé, donc, tu n'as plus qu'à déménager. OK, je vais encore vous remercier beaucoup, vraiment remercier pour votre participation aujourd'hui. Encore, c'est un grand, grand signe d'amour que vous me démontrez. C'est un grand signe de soutien que vous m'avez démontré ce soir en venant très, très nombreux. Je ne m'attendais pas. Ici, là, je vois 46 personnes. Même au moment où j'étais rendue à 48, je ne m'attendais pas à une si grosse foule. Donc, c'est vraiment la preuve que vous me soutenez et que vous m'aimez beaucoup. Et nous devons pouvoir faire beaucoup de grandes choses ensemble. Donc, ici, pour résumer, moi, j'ai ce bouquin que je vous ai présenté à un moment de la présentation qui est disponible et qui est gratuit. Donc, pour votre copie électronique, partagez-moi votre email, contactez-moi. Je vais pouvoir vous l'acheminer. Si vous préférez la copie papier, communiquez avec moi pour votre copie par la poste. Les codes barres qui sont ici, c'est le code pour entrer dans mon site web qui est le rosinerealtor.com. Dans rosinerealtor.com, à un moment donné, je vous ai parlé d'un calculateur en ligne. Si tu t'en vas dans mon site web rosinerealtor.com, tu vas pouvoir voir ce calculateur-là qui te permet de savoir à combien tu peux qualifier. Et une fois même que tu es à la maison, dépendant de la valeur de ton montant de ta maison, quelles sont les mensualités que tu vas devoir débourser pour la banque à chaque fois. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est presque la fin. Ici, c'est mon contact. Encore, mon téléphone, c'est le 416-371-3088. Le site web, c'est rosinerealtor.com. Et mon email est ici.
Pour conclure, je vais vous jouer, je suis en promotion pour l'instant jusqu'à décembre. Pour toute personne qui veut se lancer dans cette aventure, qui va vendre sa maison ou bien qui va vouloir acheter sa maison d'ici décembre, vous avez la possibilité de gagner un voyage vers les Caraïbes. Donc, je vais vous rejouer le spot publicitaire pour davantage vous expliquer cela avant qu'on ne se sépare. Mais si c'est urgent, oui, je vais vous souhaiter une bonne soirée et on va se recontacter pour les prochaines webinaires. Je joue le spot publicitaire maintenant. Mais n'oublie pas de nous dire la prochaine fois qu'on se voit.